Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV 19h45, l'heure de votre journal dans l'actualité de ce mercredi 14 octobre. Ouverture aujourd'hui de la session ordinaire unique 2020-2021 de l'Assemblée nationale. Moustapha Cissé Lo ne fait plus partie du bureau. Abdou Mbow est donc promu premier vice-président de l'Assemblée. Le code minier de 2016 en évaluation ces 4 prochains jours. De nouvelles orientations sont attendues à l'issue de ces concertations entre acteurs ainsi que des recommandations fortes. À la une également, l'affaire Terme Sud de Ouakam, l'ancien SEMGA, le général Mamadou Mansour Seck, donne raison à l'armée. Selon lui, si les militaires retraités avaient quitté leur logement de fonction, ces événements n'auraient jamais eu lieu. Et enfin, nous sommes mercredi, la rubrique découverte. Nous vous emmenons à Bopouchor, à Saint-Louis, une verdure impressionnante aux alentours d'un village aux 1000 problèmes. Et Moustapha Cissé Lo ne fait plus partie de l'Assemblée nationale. Abdou Mbow hérite de son fauteuil de premier vice-président. Pas d'autres grands changements à l'hémicycle qui a ouvert aujourd'hui sa session ordinaire unique de l'année 2020-2021. Le compte-rendu est signé à Damassar. Les députés de la 13e législature ont répondu massivement à cette ouverture de la session ordinaire de l'année 2020-2021. Abdou Mbow est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Une continuité pour le député. Et pas plus que les autres parce que nous sommes parlementaires comme tout le monde, nous sommes tous des députés et nous sommes tous élus au suffrage universel direct. Nous sommes au service des populations. Nous continuerons à faire notre travail, nous continuerons à être à l'écoute des populations. Nous continuerons aussi à essayer d'être des exemples pour les populations. C'est ça que nous voulons quand même dire et je suis vraiment aujourd'hui très honoré. Un changement de bureau qui ne suscite pas de commentaires du côté de l'opposition. Par rapport au changement de bureau, c'est une question qui concerne la majorité. Nous, on ne se sent pas concernés. Ce qu'on sait est que le poste de 8e vice-président revient toujours au groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Voilà, qui a été donné à notre sœur Yahman Albis. Et la nouveauté qu'il y a dans cette session est que le groupe parlementaire Liberté et Démocratie se voit renforcé par l'entrée de notre frère honorable Moustapha Guirassy. Le président de l'Assemblée nationale salue l'élection des nouveaux membres. C'est la raison pour laquelle je ne me contenterai pas d'adresser mes chaleureuses félicitations, ce que je fais, aux membres du bureau qui viennent d'être élus, conformément à l'article 15 de notre règlement intérieur. Chers collègues membres du bureau, chers collègues honorables députés, la situation et nos mandats exigent de nous, nos mandants, un engagement lucide, solidement granitique, serein et responsable pour nous placer à la hauteur que requièrent les urgences du moment. Au terme de la session, Daouda Dia et Awanyan, les deux questeurs, ont gardé leur poste. Et les propos polémiques du député apériste Aliou Doumbouroussow commentés dans les débats parlementaires. Le député libéral Toussaint Manga exige des sanctions fortes contre le militant du parti au pouvoir, des propos recueillis par Adama Sarr. Chacun a son point de vue, mais aujourd'hui, au stade où nous sommes, il faut vous limiter à quand même se communiquer de l'Alliance pour la République. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cela. Donc, écoutez, la position de Demba Sow est une position extrêmement grave et dangereuse. La majorité a fait un communiqué pour condamner, mais de façon timide. Et nous estimons que ce n'était pas à la hauteur de la gravité des faits, qu'il fallait prendre des mesures fortes et une sanction même dans des circonstances pareilles. Peu importe. Abdourahmane Diouf quitte le club des investisseurs sénégalais après 15 mois de service. Un départ annoncé sur sa page Facebook. Abdourahmane Diouf n'a pas mentionné de motif, mais il a quand même réitéré sa détermination à œuvrer pour un Sénégal qui marche.
Et c'est l'un des titres de cette édition, évaluation du code minier de 2016. Les travaux ont démarré et durant 4 jours, les acteurs du secteur vont établir un diagnostic exhaustif, oui j'y arrive, des textes. Plusieurs recommandations et de nouvelles orientations sont attendues. À ce propos, Roselyne Baye, la directrice des mines et de la géologie. L'ouverture officielle des ateliers thématiques préparatoires au forum sur le bilan d'étape du code minier. Vous savez que le code minier a été adopté en 2016 et pour nous il s'agissait, après 4 ans d'application, d'évaluer les innovations et les modifications qui ont été apportées dans ce cadre. Pour le moment, on est dans les travaux. C'est à l'issue des travaux qu'on va faire un diagnostic exhaustif de l'évaluation du code minier après 4 ans d'application et ça permettra de formuler des recommandations qui seront soumises à Monsieur le Président de la République qui pourra définir de nouvelles orientations ou confirmer les acquis du secteur. On va évaluer les fonds qui ont été institués par le code de 2016. Il s'agira également de voir l'environnement des affaires au Sénégal, l'application des dispositifs relatifs à la promotion de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée. Il s'agira de voir comment le code minier promeut le contenu local et la RSE entre autres. Un mot sur l'affaire Terme Sud à Ouakam. L'ancien chef d'état-major général des armées, le général Mamadou Mansour Seck, se range du côté des militaires en fonction. Selon lui, ces 79 familles de militaires retraités devaient quitter bien avant que les choses ne prennent cette ampleur. Aminata Ba, Souleymane Meng pour le compte-rendu de la conférence de presse de l'ancien SEMGA. L'ancien chef d'état-major des armées brise le silence. Mamadou Mansour Seck donne sa position sur l'affaire des 119 familles déguerpies à Terme Sud. Pour lui, il est inadmissible qu'un militaire en fonction n'ait pas de logement pendant que celui-ci est occupé par quelqu'un qui n'est plus sous les drapeaux. N'ont pas voulu quitter, n'est-ce pas, le logement de service ou de fonction. Ça, c'est inadmissible. Il n'y a aucune armée sérieuse dans le monde où les chefs acceptent cela. On accuse le chef d'état-major actuel, mais premièrement, il a trouvé le problème, il n'a pas inventé. Deuxièmement, il a fait jouer la loi et le règlement. Et on dit dans l'armée, la première phrase que nous apprenons, c'est que la discipline est la force principale des armées. En ce qui concerne les logements, avant même d'en arriver à la Comico, mais un chef de famille, c'est à lui de dire, dans mon travail, ma priorité, c'est d'avoir un toit pour ma famille. Il invite les acteurs à ne pas politiser l'affaire. On ne politise pas, qu'on n'aille pas jouer sur le rôle du soldat ou qu'on divise le commandement par rapport à la troupe. Le chef d'état-major actuel, dès le départ, a dit qu'une de ses priorités, c'est le social. Ça veut dire mettre le soldat dans les meilleures conditions possibles. La coopération militaire de construction a déguerpi les 79 familles d'anciens militaires qui vivaient à Terme Sud depuis des années. L'ancien chef d'état-major général des armées trouve cette décision juste, une occasion selon lui, pour la Comico de prendre ces terrains pour continuer le programme d'habitat au profit de ses corps professionnels tels que les militaires, les gendarmes, entre autres. Merci Aminata Ba. On s'intéresse à présent au rôle des communautés religieuses dans l'économie nationale. Pourquoi ne pas créer une banque pour ces communautés religieuses justement? C'est du moins ce que propose le spécialiste des religions Jim Dramé. Selon lui, il ne faut surtout pas sous-estimer l'apport de ces communautés religieuses dans le développement du pays. Écoutez. Il faut essayer d'aller voir les marabouts pour étudier, pour voir comment ils font. Parce que les marabouts, derrière eux, c'est des millions de personnes qui appliquent leurs ordres, qui écoutent leurs discours religieusement. Donc, si on arrivait à créer une banque nationale au Sénégal, une banque nationale sénégalaise, avec la contribution et la participation des chefs religieux, de
toutes les confréries et les guides d'association islamique au Sénégal, ce serait formidable. Parce que ça crée une confiance. Les talibés diront, mais tiens, on a maintenant une banque nationale sénégalaise. Mon propre calife, il a ouvert son compte là-bas. Il contribue au développement de cette banque. Donc je ne vais pas prendre une banque occidentale pour l'alimenter. Donc c'est une idée qu'il faut essayer vraiment de mettre en pratique. Et il y a d'autres secteurs qu'on peut développer en associant les religieux et les produits de l'école coranique. On ne peut pas, au Sénégal, du XXIe siècle, on ne peut pas développer ce pays si on continue à ignorer les daras et les produits de l'école coranique. Toujours sur le même sujet, l'économiste Cheikh Tidiane Sy Al Amine pense qu'il faut transformer le leadership religieux en un leadership économique. Je propose de le suivre. Les devanciers, comme ceux qui ont représenté l'islam au Sénégal, ont mis en place des modèles économiques qui leur ont permis de vivre dignement, mais aussi de développer la religion sur une base économique saine. Si on prend le cas de Sidi Hadj Malik, partout où il était, il avait créé un cadre économique qui lui permettait de mettre en place un schéma organisationnel apte à permettre aux gens d'adorer le bon Dieu, d'enseigner, de vulgariser son enseignement, mais aussi d'avoir de quoi nourrir la population. Parce qu'aujourd'hui, on a une économie plus ou moins extravertie. Nous avons une économie qui est entre les mains souvent des étrangers, comme on le dit, et les ressources même de cette économie-là, les retombées de ces économies sont extraverties. Donc il est temps que ce qu'on appelle la souveraineté économique, la préférence nationale, puisse être en tout cas mise en œuvre dans un cadre plus opérationnel et que les Sénégalais puissent en bénéficier. Et pour cela, nous pensons que le soubassement religieux est un soubassement quand même assez important. Comment y arriver? Nous pensons qu'il faut transformer le leadership religieux en leadership économique, en nous basant d'abord sur nos propres valeurs, les valeurs religieuses qui ont fondé les 7 nations, mais aussi en créant les cadres, les passerelles entre les pouvoirs publics qui sont les concepteurs de ces politiques de développement, mais aussi les détenteurs des valeurs traditionnelles, des valeurs religieuses, comme les religieux, les personnes issues des daras. Et cette symbiose, je pense, nous permettra de mettre en place des schémas de développement, des modèles économiques aptes à se développer. Autre chose, le coronavirus a sévèrement touché les économies africaines. La ZLECA en première ligne pour une bonne relance. Plusieurs priorités ont été définies, allant de la fragmentation des marchés africains au renforcement des capacités de résilience face à des chocs futurs. Là-dessus, le docteur Fallou Samb, conseiller en commerce et d'économie du président, il est avec Chersal. Donc la déclaration de Dakar sur laquelle les participants sont entendus, c'était de la nommer déjà la ZLECA que nous voulons pour la promotion du secteur privé et pour la résilience donc, des jeunes et des femmes. La deuxième chose, le deuxième acquis, c'est que ce travail sur la ZLECA va mettre le focus sur les jeunes et les femmes. Et en particulier les jeunes et les femmes qui dirigent donc ou bien qui possèdent des toutes petites moyennes entreprises, les TPME. Comme vous le savez, à l'ère du Covid, tous les gouvernements ont mis en place des plans de relance et de résilience, mais c'était principalement axé, ou en tout cas l'élément le plus visible, c'était au niveau des filets sociaux individuels. Là, il s'agit d'avoir un filet social ou des filets sociaux pour les toutes petites entreprises, les TPME, et en particulier celles qui sont dirigées par les femmes et les jeunes. Ce que nous avons défini déjà dans le cadre du plan de relance, et ce que aussi les partenaires comme le CCI, l'ITC ont promis de faire et sont en train de faire, c'est justement de voir comment non seulement s'insérer, mais développer ces chaînes de valeur pour faire en sorte qu'elles soient amplifiées, elles soient consolidées et qu'elles soient même innovantes. Consolidées parce qu'il y en avait déjà, mais que le Covid a pratiquement tout balayé.
Il fallait donc faire renaître de ces cendres. Amplifier, c'est de faire en sorte que de nouveaux segments, de nouvelles niches puissent donc se faire. Le dernier moyen maintenant, ce sont les chaînes de valeur au niveau international, au niveau continental, à savoir qu'avec ces ZLECAf, il faudrait donc que les opportunités en Afrique puissent vraiment servir notamment à la transformation des produits locaux, l'agriculture, qui encore une fois sont au cœur donc, de la relance. Et le bilan du jour fait état de 24 nouvelles contaminations sur un total de 1293 tests réalisés. Un décès enregistré ce mercredi. 63 patients ont été déclarés guéris et 5 sont toujours dans un état grave. La découverte que nous vous proposons ce soir à Bopouchor, dans le nord du Sénégal, Saint-Louis, un endroit où contraste charme de la nature et difficultés d'existence. La découverte de ce mercredi est signée par Momar Alissignan et Mortar Sek. Bopouchor est une île jadis paradisiaque avec sa mangrove et ses arbres fruitiers. C'est sur cette île que les rois et autres dignitaires et notables venaient se reposer. Difficile de connaître la date exacte de sa création. Bopouchor est un village très ancien, même plus ancien que Saint-Louis. Avant, beaucoup de gens de Saint-Louis venaient ici pour toutes sortes d'activités, comme pour faire la lessive. Mais les choses ont beaucoup changé. Le cimetière de Bopouchor est le premier de la zone. C'est ici qu'il y a eu le premier commandement militaire. C'est ici qu'on fabriquait les briques de pierre rouge. Il y avait aussi beaucoup d'extraction de sel ici. Cette activité a commencé ici. Bopouchor est vraiment ancien. Avant, beaucoup de gens venaient faire la lessive ici. Il n'y avait pas encore de robinet, juste des puits. Situé à environ 1 km 200 de Saint-Louis par voie fluviale, Bopouchor est un village isolé qui manque presque de tout. Pour y accéder, il faut impérativement avoir une pirogue. Et ce village souffre de plusieurs maux, notamment un manque criard d'eau potable, d'électricité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Nous avons approché toutes les autorités possibles pour régler le problème, mais en vain. Si on dit aujourd'hui dans le monde où nous sommes, jusqu'à présent, il y a des populations qui boivent de l'eau du fleuve. C'est inadmissible. Et pourtant, nous vivons de pareilles situations. Sur le plan sanitaire, Bopouchor est gravement malade. Nous avons un cadre de santé qui est installé ici depuis 10 ou 12 ans, mais jusqu'à présent, ce n'est pas fonctionnel. Il n'y a pas des infirmiers, etc. Et tous, les femmes du village sont obligées de faire des accouchements au niveau de Saint-Louis. Jabaru frère bu ma bokkal ndey ak baay ñaari doomam ci biir gaal lañu accouché. Les femmes de mon frère ont été obligées d'accoucher dans les pirogues lors de leur évacuation vers Saint-Louis. Certaines ont même développé des complications qui les suivent jusqu'à aujourd'hui. te loolu yëpp si foofu la ko jëlee xam nga ni gaal nii amul dara lu ko yiir amul dara mu nekk ngelaw gi yëpp nga accouché noonu xam nga ni loolu metti na. Le village dispose d'une école élémentaire de 4 classes dans un piteux état et ceux qui font le collège et le lycée sont obligés d'aller à Saint-Louis par voie fluviale. Période bii nii heure bu ma neex mën naa dem ñëw heure bu ma neex. Cette période de l'année, on peut aller et venir à Saint-Louis sans problème. Mais à la fin de l'hivernage, cela devient plus difficile. Des fois, je suis obligé d'amener les élèves 2 heures en avance pour qu'ils soient en cours à l'heure. Sinon, la marée est basse et on ne peut pas traverser à la pirogue. Malgré plusieurs promesses des autorités gouvernementales, les populations de Bopouchor continuent de broyer du noir et espèrent voir les lueurs du jour très prochainement.
Merci Bamar Alisnian pour cette correspondance depuis le nord du Sénégal. Ce soir à 21h45, votre émission Dari, présentée par Aïssata Ndiaye et Baba Ndiaye. À la suite de la Total Bloc d'information avec Khalifa Diakhaté, c'est tout de suite et je vous retrouve demain pour l'édition du soir. Au revoir.